L'envie, une émotion que tout le monde ressent de temps à autre, que ce soit en amitié, en amour ou au travail. Mais d'une personne à une autre, on assiste à des degrés d'intensité. Être envieux pour moi, c'est vouloir posséder quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose que votre voisin, votre ami, votre frère a, que vous ne possédez pas, et puis vous avez l'envie de posséder sans faire d'effort. C'est un mauvais comportement, c'est un mauvais sentiment. Pour moi, être envieux, c'est le fait de désirer quelque chose que toi, tu n'as pas. C'est une mauvaise chose parce que quelque chose que tu n'as pas, quand tu désires avoir quelque chose que tu n'as pas, tu es exposé à beaucoup de choses. Tu veux te donner à des pratiques pour avoir ce que tu veux. Être envieux, c'est quelqu'un qui est jaloux d'une personne. C'est très mauvais d'être envieux. Parce que être envieux peut amener une personne à aller détruire la vie d'une personne. L'envie est sans doute l'un des sentiments les plus inavouables, car s'avouer envieux, c'est révéler notre insatisfaction et notre impuissance. Alors, le résultat de ce ressentiment peut devenir à la longue problématique si le bon dosage n'est pas opéré. C'est pas bon quand tu dois par exemple tuer pour devenir riche, tu dois voler pour devenir comme ton ami, c'est pas bon. Mais c'est bon quand tu t'armes de courage pour dire bon, il a une voiture, alors moi je dois me battre pour acheter aussi une voiture. Il y a des personnes, à l'envie, ils ont vendu la maison de leurs parents pour pouvoir aller en Europe. Et à la dernière minute, ils ne sont pas partis. C'est bon si tu prends le bon côté. C'est mauvais si tu prends le mauvais côté. Ça dépend de où tu mets tes pieds. J'ai connu une amie, c'est une camarade. Et elle voulait forcément faire comme les jeunes filles de la ville. Parce que vous voyez, et donc elle a quitté le village et allée s'installer en ville. Mais parce qu'elle aussi, elle voulait paraître. Et elle a commencé à faire les rues, les trottoirs. Qu'est-ce que vous voyez? Mais finalement, elle est morte du VIH. C'est sujet à deux facettes. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Le bon côté, en tout cas, je peux demander à tout le monde d'être envieux dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, mais chercher à avancer en regardant l'autre. Qui pourrait affirmer de n'avoir jamais envié les autres? Personne. Mais quand on se sent mal aux accomplissements et aux réussites des autres, mieux vaut dissocier son bonheur de celui des autres. Un long chemin, certes, mais déjà positiver sa vie et se réjouir du bonheur des autres. Un grand pas sera franchi pour se libérer de ces vieux démons. Bonjour Madame Bernadette. Bonjour Madame Bernadette, ça fait pas très correct. D'accord, Madame Nguessan. Voilà. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord. D'où vient cette sensation que les autres ont toujours une vie meilleure que la nôtre? Parce que c'est par là que commence l'envie. Oui, cela procède de ce que nous avons été conçus dans cela, et donc cela nous poursuit. Nous parlions tantôt de ce que dans le sein, quand nous portons une grossesse en tant que femme, nous imaginons un certain nombre de choses pour cet enfant déjà à naître. D'accord? Nous investissons cet enfant de nos fantasmes. Nous disons, nous le voulons ainsi, nous allons le vouloir comme ceci. Nous prévoyons déjà une certaine vie pour cet enfant-là. Donc, nous imprimons en notre enfant qui est en notre sein un certain nombre de désirs, un certain nombre de choses. Cet enfant va naître avec cela. Parce que nous allons même jusqu'à parler à l'enfant de ce que nous voulons. Toi, tu seras. Toi, tu seras. Toi, il faudra. Toi, ainsi de suite. L'enfant enregistre ces choses-là. En sortant, ces choses ne sont pas immédiatement perceptibles, mais l'enfant est déjà imprégné de tous ces sentiments que nous lui avons communiqués étant déjà dans le sein de la maman. Et cette chose va se développer naturellement. Si vous avez programmé déjà à la naissance de votre enfant qu'il devra faire ceci, qu'il devra devenir cela, dans l'éducation que vous allez lui donner, vous allez le conduire à cela. Donc, vous allez renforcer par votre éducation, dans l'éducation que vous allez lui donner, ce que vous avez déjà installé quand il était dans votre sein. En grandissant, cet enfant-là va se trouver à adopter un certain nombre de comportements
que lui-même ne comprendra pas, mais peut-être parfois ça peut être très positif. Si c'est positif, tant mieux pour tout le monde. Cet enfant donc aura des envies qui vont le porter à désirer, à être grand, à faire des choses bien, à accomplir des bonnes choses pour sa vie, pour sa famille et pour la société. Voilà donc d'où peut venir donc l'envie. L'envie. Voilà. D'accord. Il y a également la jalousie. Il faut faire Oui, la différence. il faut faire absolument. L'envie et la jalousie, ce sont deux choses très différentes. Tout à fait différentes. L'envie, qui a été assez bien définie par l'élément que nous avons vu, l'envie, c'est donc de vouloir, c'est une émotion. Je perçois quelque chose qui n'est pas à moi, et donc je veux avoir cette chose-là. J'ai envie donc de posséder cette chose-là, d'accord, qu'elle soit à moi. Mais l'envie aussi peut être quelque chose qu'on a déjà et qu'on désire révéler. Par exemple, ce matin, vous voyez bien le look que j'ai à bord. Oui, vous êtes très belle. Merci. Ces bérets, je les avais, d'accord? Mais l'envie m'est venue de les remettre au goût du jour parce que j'ai vu Diane, je me permets de la nommer, laborer la semaine dernière. Vous voyez? Donc, cette envie, c'est de révéler quelque chose que j'ai déjà. Pas envier ce qu'elle a, mais parce que je l'ai déjà, mais de le révéler. Donc, l'envie, voilà, deux niveaux d'envie qui n'ont strictement rien à voir avec la jalousie. La jalousie est beaucoup plus malsaine. D'accord. La jalousie, c'est donc sur le mode défensif. D'accord? Je possède quelque chose et quelqu'un veut me ravir ce que j'ai. D'accord. Donc, cela va envoyer naturellement donc, la défense, d'empêcher qu'on m'enlève ce que j'ai. D'accord, on en reparlera Voilà. certainement une autre fois, peut-être la semaine prochaine. Peut-être Aujourd'hui, on va rester sur l'envie. l'envie. À quel moment il faut s'alarmer? Parce qu'on a des copines quand on était plus jeune, même jusqu'à présent, il y a des personnes, quand elles voient quelque chose que vous arborez, elles veulent cette chose-là. Par exemple, ah, tu as une belle chaussure, je veux cette chaussure. Tu as un joli sac, je veux ce sac. Tu as un joli t-shirt, je veux ce t-shirt-là. Cette personne, elle est envieuse ou pas? Ah non, manifestement, elle est envieuse. Et toute personne est envieuse. D'accord? Nous avons vu les deux niveaux d'envie. Juste une envie de révéler quelque chose ou l'envie de posséder ce que l'autre n'a pas. Mais cette envie de posséder ce que l'autre n'a pas va jusqu'à quel niveau? De quels moyens, quelle disposition je prendrai pour posséder cette chose-là? Est-ce que cela va devenir quelque chose qui va complètement anéantir et même désorienter mes objectifs de vie? Ou bien c'est juste quelque chose qui va dans l'objectif de vie que je me suis fixé ou qui m'a été fixé et que je dois atteindre? Et donc, la personne que j'envie me sert plutôt de modèle, me sert plutôt de catalyseur, quelque chose qui va m'impulser, qui va me motiver à atteindre un objectif qui est forcément profitable à tous. Oui, avoir envie de quelque chose, c'est une excellente chose. C'est une bonne émotion quand nous savons la maîtriser, quand nous savons la contrôler. C'est ne pas la contrôler qui devient difficile. Quand vous voulez systématiquement posséder tout ce que vous voyez ou tout ce que vos sens vous permettent donc de constater, alors cela devient une maladie. Ne pas pouvoir s'arrêter, ne pas pouvoir se fixer des objectifs ou des interdictions ou des limites, à vouloir tout posséder, c'est cela qui devient dangereux. Si vous avez une belle chaussure, que je veux juste avoir cette belle chaussure, je peux, en me recadrant sur mes objectifs, parce que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'acheter cette chaussure, en me recadrant sur mes objectifs, en ce que j'ai déjà d'autres chaussures que je peux porter, je peux juste me contenter de dire, vous avez une très belle chaussure. Et ces personnes qui vont jusqu'à vouloir la chaussure? Alors, c'est cela. Quels sont les objectifs de vie? Cela, l'envie que vous portez à cette chaussure vous dévie de votre objectif initial, de ce que vous avez des choses à construire. D'accord? Si vous laissez donc les objectifs de vie à construire pour vous focaliser et pour déporter toute votre énergie et toutes vos valeurs ou tout ce que vous possédez à posséder jusqu'à aller
voler ou emprunter, ça c'est le moindre mal, emprunter donc cette chaussure à votre ami pour paraître, pour porter cette chaussure à vos pieds, pour satisfaire donc cette pulsion qui est née de l'envie, cela est malsain. Il faut donc véritablement se poser des questions. Quand l'envie devient incomplexible, il faut se poser véritablement des questions. Entre envier juste pour en servir de modèle ou de catalyseur pour avancer et être envieux au point de vouloir passer à la phase de la jalousie, parce que comme je ne peux pas posséder, je vais mûrir donc des sentiments négatifs pour prendre cette chose-là, c'est-à-dire aller l'emprunter. Pour l'emprunter, je vais inventer des histoires ou le voler. Je vais mettre en place un certain nombre de stratagèmes pour pouvoir le dérober. Ou peut-être à vouloir voler autre chose, de l'argent, pour pouvoir aller l'acheter en ville. Véritablement, cette énergie-là, tout ce que nous avons imaginé, est-ce que nous ne pourrons pas les recadrer ou nous ne pourrons pas les positiver pour construire quelque chose de mieux dans notre vie? À ce niveau-là, on pourrait dire que l'envie pourrait devenir maladive. Elle peut devenir très maladive. Et l'une des choses que nous savons de l'envie en termes de maladie qui porte un nom assez célèbre, la kleptomanie. La kleptomanie procède de l'envie. J'ai vu ce téléphone-là, je le veux. Je le veux, donc mais même si j'en ai pas besoin, même si ce n'est pas utile, du fait d'avoir juste porté l'envie de ce que cette chose, je dois la posséder, eh bien, je mets en place un certain nombre de stratégies pour dérober cet objet-là. Donc, ça peut être très grave. Porter envie peut être très grave et elle est destructrice. Elle peut vous détruire parce que, premièrement, elle vous détourne donc de vos objectifs, nous le disons depuis. Cela peut être... ça vous détruit parce que vous imaginez un certain nombre de choses, vous déportez votre énergie sur des choses qui ne sont peut-être pas bonnes. Et toute l'éducation, toutes les valeurs qu'on vous a inculquées pendant toute l'éducation, voilà, l'envie vient tout balancer parce qu'aucun parent ne dit à son enfant il faut porter envie, il faut aller dérober. Ce sont des choses qu'aucune éducation ne véhicule. Toute éducation véhicule des valeurs positives, des valeurs constructives. Mais si nous en arrivons à adopter et à avoir des comportements, c'est que nous sommes déviés, nous avons dévié de l'éducation première que nous avons reçue. Est-ce que ça peut pousser même à l'irréparable? Oui. Même tuer une personne, tout ça? Bien sûr. Si je vole déjà, j'ai déjà tué la personne. Et nous considérons le vol comme un certain niveau, selon l'éducation, que ce n'est pas quelque chose de grave. Mais si vous avez pu dérober quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous avez amputé quelque chose de sa vie, vous l'avez plus ou moins tué. Et vous ne savez pas quelles conséquences aura d'enlever quelque chose qu'une personne possède, de lui enlever, de lui ravir. De la même façon que quand on est jaloux, on met un système en place pour ne pas perdre ce que nous avons. Imaginez ce que cela produit à l'autre qui possède et à qui vous avez enlevé quelque chose. Donc, si vous enlevez et que vous ne pouvez pas restituer, ce que vous ne pouvez pas remplacer, vous tuez d'une certaine façon. Donc, l'envie peut amener à des actes irréparables et très dommageables pour sa propre vie, pour son environnement et même pour sa société. Mais l'envie grandit au fur et à mesure que l'envieux grandit, mais ça commence plus jeune. À quel moment les parents doivent s'alarmer? Alors, dès l'instant où cela devient répétitif et que cela s'accompagne de comportements déviants. Les comportements déviants, c'est toutes les stratégies que l'enfant ou l'adulte mettra en place pour dérober. On commence à dérober, on commence à mentir, on commence à adopter un certain nombre de comportements qui ne vont pas. Et vous vous rendez compte bien dans les affaires de vos enfants qu'il y a des choses que vous ne leur avez pas données. Si vous ne leur avez pas donné, qui le leur a donné? Comment est-ce que ces enfants ont pu avoir toutes ces choses-là? Ils sont toujours avec les affaires de leurs camarades. De leurs camarades. C'est le téléphone de mon camarade, c'est la chaussure de mon camarade. Oui, on me l'a donné, ma tata m'a donné. Mais il faut, quand votre enfant commence à vous dire « ma tata m'a donné » ou « c'est pour mon ami », aller jusqu'à cet ami pour dire « j'ai retrouvé donc le téléphone, ce téléphone-ci, et mon fils ou ma fille dit que vous lui avez donné ou vous lui avez prêté ». Vous verrez la réponse. En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement peut-être un échange où il m'a demandé, ça fait un moment qu'il me demande qu'il veut l'avoir, il a même pleuré pour ça, et donc j'ai dû lui donner, il a dit qu'il allait me rendre. Vous allez vous rendre compte
de ce qui se trame véritablement. Il ne faut jamais rester silencieux ou indifférent à ce que l'enfant dit. Je veux ceci, maman je voudrais ou papa je voudrais. Il faut toujours être attentif et même l'envie déjà naît dans le milieu familial avec ses frères et ses sœurs, dans l'environnement immédiat qui est la famille dans laquelle il vit. L'enfant peut porter envie à ce que la maman fait, à ce que le papa fait. Nous avons aussi cette célèbre, ce que nous appelons le complexe d'Édipe. Ça vient de l'envie. Je vois ma mère qui donc reçoit du père toute l'affection, toute la tendresse et tout cela. J'ai envie de cela. J'ai envie que mon père me regarde comme il regarde ma mère. Donc, eh bien, je m'installe dans cela. Et l'Édipe non résolu peut conduire à des situations très graves où le conflit que nous appelons dans le développement normal de tout enfant, le passage de l'Édipe, si cette Édipe est mal résolue, ben vous allez voir cette jeune fille qui grandit et cette rivalité avec sa mère grandit et demeure jusque dans sa vie de couple au point où elle ne peut pas construire elle-même un véritable foyer, une véritable maison. Elle ne peut pas parce qu'elle est restée donc, focalisée sur cette envie à devenir comme maman ou à être mieux que maman. Voilà. Et donc, sa vie à elle-même n'a plus d'objectif que de faire le combat de la vie, de faire le combat à sa mère pour prendre sa place, une place qu'elle n'aura jamais, malheureusement. Et vous nous avez dit aussi que l'envie peut être positive, qui nous donne envie, qui nous motive, qui nous permet de nous challenger. Mais à quel moment ça devient nuisible? Parce que vouloir chaque fois se comparer aux autres pour pouvoir soi-même se positionner, est-ce qu'après ça ne devient pas toxique pour nous-mêmes? Alors, en toute chose, il y a des limites. Quand une personne devant vous porte envie, vous portez envie à cette personne par rapport à son rang social, par rapport à sa profession et tout cela, cela est motivant de ce que je vais lui demander et voir comment est-ce qu'il travaille. Par exemple, à l'école, demander à celui qui est très bien dans une matière, m'aider à avancer. Mais si cela devient une compétition pour toute la vie et que toute chose dans ma vie doit partir de ce que l'autre possède et que je dois me mettre en compétition de façon permanente par rapport à ceux qui sont autour de moi, vous n'avez pas de vie. Vous ne vous construisez pas, vous vous détruisez. Sans le vouloir, inconsciemment, vous avez mis en place un système de suicide auquel vous n'avez pleinement pas conscience parce que vous pensez que l'autre est mieux que vous, l'autre est supérieur à vous et vous vous dévalorisez et vous vous méprisez et vous vous infériorisez. Cela peut conduire à des situations très déviantes et très graves où je vais me mettre donc en bataille contre les autres. Ça sera donc, on peut finir par devenir paranoïaque. Si je ne réussis pas à atteindre cela, c'est parce que les autres donc m'en empêchent, alors que c'est ma seule envie qui, au lieu d'être une motivation, au lieu d'être un modèle, me détruit et me détourne donc de mes objectifs initiaux de vie. Alors, comment l'envieux peut lutter contre son mal? Se reconcentrer sur ses objectifs. Nous ne parlons que d'objectifs de vie depuis le début. Il faut se reconcentrer et se revenir à ses objectifs primaires. Quels sont mes objectifs de vie? Qu'est-ce que je me suis imposé d'atteindre, de faire? Me recentrer sur moi-même et sur mon bien-être. Si quelque chose m'empêche d'atteindre mes objectifs de vie, est-ce que cela est positif? Est-ce que cet écartement ou cet éloignement me permet d'atteindre des objectifs plus grands ou d'atteindre plus rapidement mes objectifs? C'est positif. Mais si cela me détourne complètement et absorbe toute mon énergie pour me conduire à des choses qui vont me retarder dans mes objectifs, alors je l'abandonne et je reviens à ce qui était mon objectif au départ. Et cela suppose que l'envieux a pris conscience de son mal. Il faut pouvoir prendre conscience. Généralement, quand nous sommes envieux, nous sommes toujours conscients. Mais puisque c'est une émotion que nous n'aimons pas avouer, que nous n'aimons pas avouer que nous sommes envieux d'eux, alors nous préférons nous cacher, nous préférons le nier parfois. Et c'est là tout le drame.
si nous nions que nous sommes envieux, nous allons nous y installer et trouver des stratégies plus complexes encore pour devenir de plus en plus envieux, pour posséder de plus en plus, mais en essayant de tout cacher à notre environnement. Et si notre environnement ne perçoit pas de signaux, personne ne pourra nous aider, ne pourra nous faire comprendre que nous sommes dans une situation compliquée et nous allons nous enfoncer et nous détruire définitivement. Mais la personne pourrait mal le prendre si dans son environnement, quelqu'un vient lui dire... Il y a des façons d'aborder les choses. Il y a des façons d'aborder les choses. Si c'est un enfant, dans l'éducation, vous pouvez introduire des valeurs ou des choses pour lui montrer au travers des situations vécues. C'est en cela que nous avions les nombreuses histoires, les contes que les parents utilisaient pour nous aider dans l'éducation qu'ils nous donnaient. On nomme des animaux, mais au travers de ces contes-là, l'enfant peut s'identifier à l'un des acteurs et se rendre compte que, attention, je suis certainement en train de faire comme cet animal dont on a parlé dans le conte. Comme Top et l'araignée. Et voilà. Et donc, recadrer donc, mes objectifs de vie et me centrer sur ce que les parents me donnent comme objectif de vie. Voilà. Mais le sentiment est douloureux. Être envieux est douloureux. Porter envie est douloureux. C'est une émotion très douloureuse. Et donc, si nous nous installons dans cette douleur, naturellement, nous allons faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais dans la mesure où elle est douloureuse, elle nous donne une chance de pouvoir sortir de la douleur, car personne ne veut demeurer dans la douleur. Dans la mesure où elle est douloureuse, si je porte envie à cette tasse que vous avez et que je reste avec cette douleur de ne pas pouvoir la posséder, d'accord? Si je reste dans cette douleur, il y a quelque chose dans mon développement, dans ma personnalité qui ne va pas. Si je porte envie et que je me dis, mais c'est vrai, elle est belle cette tasse, mais c'est la tasse de Nessie, je ne peux pas la voir, donc je l'apprécie juste, et puis j'avance à la limite. Je n'ai pas véritablement besoin. Avoir envie, pouvoir sortir de l'envie, c'est, j'ai envie de cet objet-là, est-ce que cet objet m'est réellement utile? Est-ce que cet objet m'est réellement indispensable? Il y a ce dont on a envie qui peut être indispensable. Donc, il faut utiliser les bonnes méthodes et l'éducation, les valeurs d'éducation pour acquérir ces choses. Et puis, il y a tout ce dont j'ai envie qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas indispensables, pour lesquels il faut reviser donc sa position et juste apprécier ce que l'autre a et à faire sa vie avancer. Parce que l'une des choses, de la même façon que je porte envie à ce que tu as, de la même façon, vous aussi, vous pouvez porter envie à ce que j'ai. Si l'une et l'autre, nous ne pouvons pas nous freiner, si nous ne pouvons pas nous contrôler, nous allons naturellement rentrer en conflit. Et la belle amitié qui existe peut devenir une animosité. Et c'est un peu comme si quand on a un peu d'argent, qu'on va au supermarché, qu'on ne canalise pas ses dépenses, on se permet d'acheter tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Et finalement, quand on rentre à la maison, on se rend bien compte que l'argent qui ne suffit pas pour faire quelque chose de plus important, de plus essentiel. Apprenons donc à apprécier ce que l'autre a. Envier, c'est une émotion naturelle. C'est normal de porter envie parce que la chose est belle, parce que la chose est utile, parce que la chose peut rendre service. Mais porter envie juste parce que je veux juste posséder pour combler le vide, parce que généralement, c'est une type de personnalité qui reste et qui demeure ancrée dans l'envie, parce que je veux combler le vide que je n'ai pas eu, le vide affectif, le vide donc émotionnel, le vide de l'amour que je n'ai pas eu. Si je veux rester à vouloir combler par tous les objets qui ne sont pas utiles pour moi, je perds de vue et non seulement je détruis ma vie, mais je détruis aussi la vie de tous ceux qui sont autour de moi. Donc, sachons juste apprécier ce que l'autre a et surtout apprécier ce que nous avons, car nous avons bien plus de choses que nous avons en bien mieux que ce que l'autre a et que nous pensons être mieux ou que l'autre est supérieur à nous, alors que tous les êtres sont égaux devant Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Sachons nous en souvenir et le monde s'en portera mieux. Et ce n'est pas évident, hein, c'est un combat. Et quand la personne envieuse refuse de l'admettre, son entourage, comment son entourage doit se comporter avec elle? Alors, pour l'aider à sortir de ce mal-là. Alors, il n'y a pas plus malheureux
que celui qui souffre d'une maladie pour laquelle elle ne veut pas de remède. D'accord? Si la personne refuse de comprendre, le mal est beaucoup plus profond. Il faut véritablement l'amener à demander de l'aide. L'amener à demander de l'aide, c'est par exemple très régulièrement lui expliquer les conséquences. Par exemple, il vient de poser un acte par rapport à cette envie-là. Les conséquences sont là. L'amener à regarder les conséquences de l'acte qu'il vient de poser. Vous avez convoité ceci, et à force de cette convoitise, voilà ce qui est arrivé. Est-ce ce à quoi vous vouliez arriver? Donc, l'amener progressivement et par toutes les stratégies possibles. Si c'est une personne qui aime la bagarre, vous n'y allez pas aller avec la bagarre. Vous y allez y mettre beaucoup d'amour. Une personne qui ne veut pas guérir de cela, c'est une personne qui est dans un mal-être très profond, qui a vraiment besoin d'amour. Et donc, le remède essentiel, ça sera de lui porter beaucoup d'amour. Et en lui apportant beaucoup d'amour, avec des gestes de cadeaux, des gestes. Le cadeau n'est pas forcément un objet. Le cadeau, ça peut être juste le geste affectif, le prendre dans les bras, lui dire des mots gentils, le valoriser. Parce que quand on se dévalorise, généralement l'envieux procède de ce qu'il a vécu dans une situation d'une mère qui l'a dévalorisé tout le temps et un père complètement indifférent. Et donc l'un dans l'autre, cette personne se retrouve à construire une personnalité qui est dévalorisée dès le départ. Une accumulation de frustration. De frustration. Et donc, cette personne est en souffrance permanente. Il faut pouvoir donc redonner l'amour dont la personne a eu besoin. Les gestes affectifs, les mots affectifs, le langage affectif, pour parler beaucoup plus complètement, de parler de langage affectif, parce que le langage n'est pas seulement verbal, mais tous les gestes qui expriment l'amour. Et ainsi, cette personne va apprendre à se valoriser, lui montrer que ce qu'elle a déjà est déjà bien. Quand elle fait quelque chose de bien, la valoriser par rapport à cette chose-là. Et même par rapport à son physique, par rapport à ses résultats scolaires ou à ses avancées au niveau professionnel. Tout ce que la personne fait peut être sujet à être valorisé. Donc, aimons-nous nous-mêmes et sachons qu'en nous, nous avons un dépôt merveilleux, des choses bien merveilleuses que nous possédons et que, assurément, la personne que nous envions nous envie aussi. Voilà, et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. On espère que vous avez bien pris note. C'est très important de rester vous, de prendre conscience et connaissance de vos capacités et de ne surtout pas envier les autres. Allez, restez RTI 1. On se donne rendez-vous demain sur le même canal. Au revoir.